Et c'est parti pour cette seconde partie de Débauche Livresque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous fait plaisir parce qu'en tout cas moi, je prends beaucoup de plaisir à la tourner. On va pas se mentir, même si ma pile à lire est en PLS total et qu'elle me juge grandement à l'heure qu'il est, de voir tous ces nouveaux titres là devant moi et de savoir que je vais pouvoir me jeter dessus, ça me met pas mal en joie. Je ne vais pas vous refaire un speech de pourquoi, comment ces derniers mois j'ai accumulé pas moins de 35 livres qu'il fallait donc que je vous présente en book haul. Je vous en aurais donc déjà présenté une certaine quantité dans une vidéo précédente et aujourd'hui on va passer en revue les derniers petits camarades qui restaient là sur le coin à attendre gentiment. Ainsi ils pourront aller rejoindre mes autres livres en attente d'être lus. Alors contrairement à la vidéo précédente, aujourd'hui il va y avoir en globalité vraiment une majorité de titres d'occasion puisque je pense qu'à part 2 titres, allez peut-être 3, tous ont été achetés sur Vinted. Je vais donc débuter cette vidéo en vous présentant les quelques livres neufs dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Et on passera ensuite aux petites pépites que j'ai pu dénicher parce que pour certains, et notamment pour un titre en particulier, je vous avoue que j'étais pas peu fière parce qu'il y avait des années, littéralement, que je recherchais ce titre que je ne trouvais pas. Donc là, quand je l'ai vu apparaître dans mes recherches Vinted, j'ai cliqué direct, voilà. Clairement, il n'y a eu aucun doute possible. Alors prenez place, installez-vous, mettez vos petits écouteurs. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions vous me regardez ou vous m'écoutez, mais mettez-vous bien et je vous propose que l'on démarre tout de suite le vif du sujet. Le tout premier roman de la sélection du jour, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, l'énigme du Cobra aux éditions Le Livre de Poche. Parce que oui, j'ai eu la joie de voir qu'enfin les différents tomes de cette saga de mystère jeunesse est enfin sorti au livre de poche. Donc je ne vous cache pas que désormais je vais me les procurer dans ce format parce que non seulement, vous le savez, c'est mon format chouchou, que ça prendra beaucoup moins de place dans mes étagères et qu'en plus de ça, financièrement parlant, c'est aussi plus avantageux. Parce que cette saga à la base était éditée chez Albin Michel Jeunesse. J'ai d'ailleurs les 6 premiers tomes, je pense, dans cette maison d'édition. Mais voilà, ça c'est le tome suivant, donc ça doit être, je pense, le 7 ou le 8. J'ai un doute. Bref, c'est le tome qui me manquait dans la suite des aventures que j'ai déjà lues. Et je pense que à l'occasion, je me rachèterai d'ailleurs les premiers tomes que j'avais en grand format dans ce format poche, histoire d'avoir quelque chose d'uniforme. Vous le savez, je suis poké et tout. Bref, on revient pas sur le sujet. Ai-je encore besoin de vous présenter cette petite saga jeunesse que j'aime d'amour? Parce qu'alors oui, ok, il y a un petit moment que j'en ai pas lu et que du coup je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais si vous êtes là depuis quelques temps, vous avez probablement déjà vu passer les tomes précédents ainsi que tous les bons commentaires que j'ai pu en faire à son sujet parce que j'aime beaucoup cette petite saga jeunesse. C'est donc une saga dans laquelle les auteurs qui sont Pier Domenico Baccalario et Alessandro Gatti ont imaginé l'enfance de Sherlock Holmes, Lupin ainsi que d'Irene Adler. Les trois ensemble forment un trio à la fois détonnant et attachant. Ils vivent des petites aventures à pas piquer des hannetons. Et voilà, moi aimant l'univers non seulement de Sherlock mais également de Lupin, il m'en fallait pas plus. Et vraiment, c'est un petit régal à chaque fois. Alors, ok, clairement, je ne suis pas la cible de base, mais pour autant, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi bon espoir qu'un jour je puisse transmettre cette petite saga à mon fils et je l'espère qu'il l'appréciera autant que moi. Dans ce tome-ci, la narratrice est toujours bien sûr Irene Adler. Ici, elle vient tout juste de rentrer à Londres où elle a le bonheur de retrouver ses 2 comparses. Sauf que malheureusement, le majordome de sa famille a disparu. Donc ni une ni deux, bien sûr. Notre trio va se mettre en branle pour retrouver la trace de ce majordome et peut-être potentiellement aussi lui sauver la vie. Je sais que ça va être encore un petit bonbon à déguster et j'ai très hâte. J'ai juste un tome avant à lire encore en grand format et après celui-ci pourra y passer. L'achat suivant a complètement été motivé par vos petits commentaires. Une fois de plus, vous le voyez, je vous écoute
puisque je me suis également procuré Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig aux éditions Folio. C'est sans aucun doute possible le titre de Stefan Zweig dont j'ai le plus entendu parler, que ce soit dans les critiques que j'ai pu lire ou écouter à propos de cet auteur, ou encore, comme je le disais, dans vos recommandations dans les commentaires. Tout ce que je sais de cette histoire, qui est d'ailleurs une très courte histoire, voire même plutôt une nouvelle, puisqu'on est sur... La bibliographie à la fin va presque être plus longue que le récit en lui-même. Les gars, on a ça de dossier, bibliographie et chronologie à la fin, et ça de nouvelles. La nouvelle en elle-même fait moins de 80 pages. Donc ouais, celui-ci, il n'y a pas de raison, il doit y passer rapidement. Pour ce qui est de l'histoire, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'on va être avec une lettre écrite par une femme qu'elle envoie à l'amour de sa vie, en tout cas le type avec qui elle a vécu, je crois, une très très courte liaison de quelques jours, sauf que voilà, le mec en question n'a aucun souvenir d'elle. Je vais me laisser porter, je vais écouter vos retours, et puis on verra bien ce que moi j'en penserai. Dans tous les cas, comme d'hab, je reviendrai ici vous en parler. Et enfin, le dernier achat neuf a clairement été l'achat qui a motivé ma visite dans un Furet du Nord il y a peu. Je me suis jetée dessus, là encore, le jour de sa sortie. Et si je me déplace le jour de la sortie de l'ouvrage, c'est soit qu'il s'agit d'Amjar Leach ou de Donato Carisi, soit bien sûr que cela a un rapport avec mon auteur favori, j'ai nommé, vous savez, Stephen King. Donc oui, c'est un ouvrage en rapport avec Stephen King. Puisque je me suis donc bien sûr, sans aucune surprise, acheté Stephen King Not Just Horror, écrit par Hans Ake Lilia aux éditions ActuSF. Alors j'étais un peu surprise par le format parce que dans les rayons je ne le trouvais pas, je m'attendais à un grand format. Or on est vraiment sur un format un peu semi-poche qui est d'ailleurs à 15,90, ça c'est plutôt appréciable. Bon après c'est un ouvrage assez court, les marges sont assez grande, l'interligne est assez aérée, mais qu'importe, je voulais de toute façon le lire puisque dans cet ouvrage, l'auteur, donc Hans Ake Lilia, je suis désolée si je prononce mal le nom de l'auteur, ce qui est très très fort probable. C'est donc un ouvrage dans lequel l'auteur va revenir sur différents aspects de la vie et de la personnalité de Stephen King qui sont hors de son rôle entre guillemets d'écrivain, de romancier. J'ai donc espoir de découvrir potentiellement dans cet ouvrage des choses que je ne sais pas encore à propos de mon auteur favori. J'ai hâte de pouvoir aller un petit peu plus développer les différentes autres facettes de sa vie, et notamment de sa vie professionnelle autre que écrivain de l'horreur, et d'ailleurs pas que de l'horreur que l'on connaît. Et en plus de ça, il y a apparemment à l'intérieur de ce titre deux entretiens que l'auteur a menés avec Stephen King, deux entretiens inédits et assez longs. Voilà, c'est typiquement le genre d'ouvrage que je vais picorer avec beaucoup de plaisir. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai encore un livre sur les adaptations de King, enfin les adaptations qui ont été faites des romans de King, qui m'attend gentiment dans ma pile à lire, qu'il serait bien que je tente aussi de sortir assez rapidement. En tout cas voilà, celui-ci, dès qu'il a été annoncé en français, vous pensez bien qu'il a atterri dans ma wishlist, et voilà. Comme je le disais, le jour de la sortie, il n'était pas possible pour moi de passer à côté. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'avais eu quelques petites déconvenues avec certains titres que j'avais commandés chez Recyclive. Donc suite à ça, ayant contacté le SAV, il m'avait fait un avoir du montant des livres que je ne souhaitais pas garder. D'ailleurs, je viens de me souvenir, il me semble, oui, c'est même sûr, en fait, le roman Sherlock, Lupin et moi, je ne l'avais pas acheté neuf. Il faisait partie de cette recommande, nouvelle commande chez Recyclivre. Donc ce roman jeunesse, je l'avais du coup commandé avec mon avoir, ainsi que 3 autres titres que je vais vous présenter tout de suite. Bon, et vous allez voir, je fais une petite fixette sur un auteur en particulier. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pas mal lu, dont j'espère tout lire. Je vous ai déjà parlé de mon petit POC personnel qui consiste à vouloir lire toute la bibliographie de certains auteurs. Bon bah voilà, là c'est clairement le cas. C'est donc pourquoi je me suis procuré Hypothermie d'Arnaldur Indridason aux éditions Le Cercle Point.
Oui, ce titre fait partie de la saga autour du personnage d'Erlendur, saga dont j'ai déjà lu pas mal de tomes, d'ailleurs généralement plutôt dans le désordre. Ne me demandez pas quel est le numéro de ce tome dans la saga Erlendur, je n'en ai aucune idée. Je sais juste que désormais, comme je commence à pratiquement tous les avoir, j'essaye autant que faire se peut de les lire pour le coup dans l'ordre, en tout cas dans l'ordre de ceux qu'il me reste à lire. Dans celui-ci donc, sans surprise, on va suivre Erlendur qui va enquêter sur la mort que lui pense suspecte d'une femme qu'on a retrouvée pendue, il me semble. Qui plus est, mourir de noyade. Merci le gros traumatisme. C'est du Indridason, c'est la saga Erlendur. Voilà, je vais pas le répéter comme je l'ai dit, de toute façon, je compte tous les lire. Donc j'étais ravie de me procurer celui-ci, qui pour le coup en plus est arrivé en très bon état. Alors, certes pas avec une couverture très récente, mais franchement, rien à dire quant à l'état. Dans cette seconde commande recyclive, je me suis également procuré Hiver Arctique, toujours d'Arnadur Indridason, toujours aux éditions Le Cercle Point, et toujours un tome de la saga Erlendur. J'ai vraiment l'impression de faire le perroquet là tout de suite. Mais c'est la mise en image de mes petites fixettes personnelles. Dans celui-ci donc on va malheureusement retrouver le cadavre d'un petit garçon de 12 ans d'origine thaïlandaise qui a été poignardé à mort et Erlendur va devoir enquêter pour savoir qui a commis ce crime horrible. Il va apparemment devoir faire face à une certaine forme de racisme qui a lieu dans son pays, qui est l'Islande. C'est une thématique que pour l'instant je ne pense pas avoir vue dans la saga d'Erlendur et qui m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment curieuse de voir un peu comment ce sujet sociétal a été traité et vécu dans un pays tel que l'Islande. J'espère du coup au travers de ce titre-ci, une fois de plus, en apprendre davantage sur la société et le peuple islandais parce que c'est quelque chose qu'Arnaldur Indridason fait très bien. Moi c'est vraiment l'un des aspects que je préfère dans ses romans. C'est cette façon de venir vraiment décortiquer un petit peu les schémas sociaux de son pays, les différents problèmes sociétaux qui peuvent être aussi inhérents justement à ce pays, au fait qu'il soit si reculé, qu'il y fasse si froid, que la nature y soit aussi rude pour l'être humain. Généralement, Arnaldur Indridason fait tout ça sans phare, hein. Il n'est vraiment pas tendre, je dirais, avec la société islandaise, ou en tout cas, il pose un regard très réaliste et qui peut parfois paraître peut-être un peu dur. Comme je le disais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui et que du coup j'espère retrouver de façon assez présente dans ce tome-ci. Et enfin, sans surprise, hein, dernier titre de cette commande, Lagon Noir, toujours d'Arnaldur Indridason et toujours aux éditions Le Cercle Point. Et toujours de la saga Erlendur. Que voulez-vous, je suis une fille prévisible. Alors dans ce tome-ci, on va se retrouver avec le cadavre d'un ingénieur de la base américaine que l'on imagine être tombé d'un avion en vol. Le cadavre a donc atterri dans un lac. Décidément, chez Indridason, il y a quand même régulièrement des cadavres qui sont retrouvés dans l'eau. Je ne sais pas s'il a vécu un traumatisme à ce niveau-là, mais c'est tout de même quelque chose d'assez récurrent dans ses romans. J'imagine qu'on va peut-être revenir dans le passé avec ce tome-ci, puisque le résumé nous parle de la période de la guerre froide, avec d'un côté donc des mystérieux vols effectués, j'imagine par l'armée, entre le Groenland et l'Islande, et d'un autre, notre très cher Erlendur, qui lui va devoir enquêter sur la disparition d'une jeune fille qui s'est comme volatilisée sur le chemin de l'école. Je mise beaucoup sur, alors pas forcément l'histoire, mais plutôt sur l'ambiance dans ce tome-ci. J'espère vraiment que là encore, le côté social et sociétal de cette époque en Islande sera très présent. Je sais que celui-ci pour le coup est l'un des tout derniers tomes de la saga, donc c'est certain qu'il ne sera pas lu là prochainement, mais il n'empêche qu'il me fait tout de même bien envie. J'ai ensuite passé deux petites commandes, enfin petites, pas forcément, en tout cas pas pour celle que j'ai juste devant moi, sur Vinted. La première a été motivée par ce titre-ci.
La fille de Cali de Céline Dangean aux éditions Pocket. Je vous avais dit dans la première partie de ce book haul que décidément il y allait avoir pas mal de titres de Céline Dangean parce que, je vous l'ai dit, j'ai envie de tout lire là encore de cet auteur et ce titre-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour le coup le premier tome d'une saga. Il s'agit de la saga autour du personnage de l'inspectrice Héloïse Bouquet qui ici va être appelée au domicile d'un homme qui a disparu. Apparemment ça fait un certain temps que personne n'a de nouvelles de lui. Sauf que lorsqu'elle se rend justement dans la maison de l'homme en question, elle va découvrir son cadavre sur le lit avec une étrange mise en scène. Alors le cadavre a été décapité, il y a des roses et des pièces au pied du lit et un énorme svatika tracé avec du sang sur le mur. Bref, une scène de crime bien dégueulasse. Et quelques mois plus tard, une deuxième victime est retrouvée dans des conditions tout à fait similaires, ce qui va mettre notre enquêtrice sur la trace d'une potentielle tueuse en série. Et ça c'est plutôt pas mal parce que des tueuses en série, il y en a quand même assez rarement dans ce type de littérature. Une tueuse qui s'inspirerait apparemment d'une déesse, la redoutable déesse Kali. C'est un beau bébé, mais c'est pas grave, je mise pas mal dessus, j'en ai entendu de très bons retours. Bon, le point un peu négatif, en tout cas un peu dommageable pour moi, c'est que j'avais d'ailleurs découvert, je crois, cet auteur avec le Cercle des mensonges, qui est le 4e tome de la saga Héloïse Bouquet. Donc, forcément, j'ai été spoilée sur certains éléments, notamment sur l'identité de la tueuse en question. Mais, lorsque j'en avais parlé en vidéo, je me souviens que certains d'entre vous m'avaient dit en commentaire que de connaître l'identité de la tueuse n'était en soi pas un problème, que finalement ça ne spoilait pas ou qu'en tout cas ça ne réduisait pas à néant le suspense de ce premier tome. Donc j'ai bon espoir que malgré tout ça reste une lecture surprenante. Dans tous les cas, c'est un Céline Dangean, donc forcément j'ai très hâte de le lire. Et puis comme bien sûr je n'allais pas prendre un seul titre chez ce vendeur parce que financièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Bien sûr, j'ai craqué sur d'autres livres qui me plaisaient dans son dressing. Et il y en avait, ma foi, pas mal. D'ailleurs, je suis pour le coup passée, et je crois que c'était la première fois, par un vendeur professionnel sur Vinted, et j'étais absolument ravie de ma commande. Tous les livres étaient emballés avec soin, c'était vraiment la commande parfaite. Le second tome donc que j'ai pris à, non pas d'ailleurs ce vendeur, mais cette vendeuse, il s'agit de Paz de Caril Ferret aux éditions Folio. Je sais, il y a déjà plusieurs titres de Caril Ferret qui m'attendent depuis des lustres dans ma pile à lire. Mais que voulez-vous, j'ai tellement aimé Zulu de cet auteur que lorsque je tombe sur l'un de ses titres, généralement, j'ai du mal à me retenir d'acheter le titre en question. Alors, dans celui-ci, tout ce que je sais, c'est que l'histoire va se dérouler, non pas en Afrique du Sud comme dans Zulu, mais en Colombie. On nous parle d'un vieux requin de la politique, un ancien officier des forces spéciales, désormais chef de la police de Bogota, d'un combattant des FARC qui a déposé les armes, d'un père et de fils, d'une tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne. Bon, alors je suis pas la plus grande fan de tout ce qui va être histoire de trafic de drogue, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va être dans quelque chose de bien plus étoffé que ça dans cette histoire-ci. Et puis bon, je connais la qualité de la plume de Caril Ferret, je lui fais complètement confiance. C'est vraiment un spécialiste de l'ethnopolar qui, en plus de nous pondre à chaque fois des histoires très bien construites, hyper intéressantes, va s'en servir aussi pour soulever des thématiques sociales et sociétales de certains pays, parfois même des problèmes de guerre interne dans certains pays. Bref, si vous ne connaissez pas encore cet auteur et que vous aimez les romans noirs avec des sujets, des thématiques profonds, intéressants, avec un aspect souvent, comme je le disais, un peu politique, social, foncé.
parce que vraiment dans le genre c'est très bon. Alors je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de me caser celui-ci, hein, parce qu'il fait presque 600 pages, mais bon bah voilà, à un moment ou à un autre c'est certain, il sera lu. Et une fois de plus, hein, vous le remarquez, je suis repartie dans des auteurs que j'ai déjà lus. Je dis ça, mais en vrai, dans la suite de cette vidéo, je vois les titres là devant moi, il y aura tout de même quelques auteurs que je pourrais découvrir, que je n'ai encore jamais lus. Le titre suivant est tout petit, et là encore, c'est une auteure que j'ai déjà lue et que j'aime beaucoup. Et j'ai donc également commandé Amour et Amitié de Jane Austen aux éditions Hugo Poche. C'est une nouvelle, hein, clairement, vu la taille, surtout que c'est écrit donc Amour et Amitié suivi de Lettres choisies. J'imagine que ce sont peut-être 2 nouvelles. Bon, je vous présente pas Jane Austen, on est d'accord. Cette grande auteure anglaise que personnellement j'aime beaucoup, que je trouve hyper moderne et très piquante pour son époque, qui a bien sûr écrit notamment le très célèbre Orgueil et Préjugés, même si, perso, je pense que ce n'est pas mon préféré. Je l'ai beaucoup aimé, mais je garde toujours un petit penchant plutôt pour Persuasion, qui était d'ailleurs le tout premier que j'avais lu de ces auteurs. J'en ai encore 3, je pense, d'elle à lire dans ma pile à lire, 3 de ces gros romans. Et je crois que j'ai aussi un tout petit. Et puis bon bah voilà, celui-ci, bon bah c'est une nouvelle, ça reste du Jane Austen, donc là pareil, j'ai bon espoir un jour de lire tout ce qu'elle a pu écrire, en tout cas en français. Et comment dire que bah, ça c'est beaucoup plus simple à sortir de la palle qu'un Mansfield Park qui doit faire dans les 700 pages quoi. Traitez-moi de feignante si vous voulez, je vous répliquerai que j'essaye plutôt d'optimiser mon temps de lecture. Je ne sais pas de quoi il est question et je m'en fiche éperdument. À mon avis, avec Jane Austen, on va être encore dans une espèce de petite satire de la société de son époque, dans un milieu bourgeois bien pensant qu'elle aime mettre en scène et gentiment démonter. Et puis si vous souhaitez vraiment un résumé détaillé, hein, je le rappelle, mais je m'enquiquine à mettre en barre d'infos des liens vers tous les titres dont je parle, donc sachez que si vous souhaitez plus d'informations, je vous enjoins à aller vous référer à cette barre d'infos qui n'est pas là pour rien. Livre suivant, et là encore, il est tout petit, parce que bon, certes, j'ai fait un énorme craquage livresque, mais j'ai tenté autant que possible de rester un minimum stratégique en choisissant un maximum de petits ouvrages, en me disant que comme ça, je pourrais rapidement les sortir de ma pile à lire. Et le titre suivant est donc La Petite Mariée, suivi de Nuages et Soleil de Rabindranath Tagore aux éditions Folio. Là encore, vous l'aurez compris, c'est un recueil de 2 nouvelles. Je vous ai normalement parlé il y a peu de Rabindranath Tagore, qui est un auteur indien que j'aime beaucoup, que j'avais absolument adoré avec son roman La Maison et le Monde, que j'avais lu avant l'ouverture de cette chaîne, que j'ai relu il y a peu avec son recueil d'aphorismes, qui pour le coup m'a beaucoup moins touchée et marquée, mais du coup quand j'ai vu ce petit recueil de nouvelles, je me suis dit banco, direct. C'est tellement rare, je trouve, de tomber par hasard sur des titres de cet auteur que j'adore, que vraiment, je n'ai pas réfléchi plus de 2 secondes. Avec ce titre, je ne doute pas qu'une fois de plus, Rabindranath Tagore va venir lui aussi décortiquer sa société. Parce que dans ses différents ouvrages, il a l'habitude bien souvent de mettre en scène des histoires d'amour, mais pas que, hein, loin de là. Si vous cherchez une romance, je vous recommanderais pas forcément Rabindranath Tagore, mais c'est vrai qu'il mêle souvent comme ça des histoires d'amour, des histoires souvent d'amour contrarié, parce que malheureusement en Inde, notamment par les castes, c'est quelque chose qui est encore très présent. On ne se marie pas avec qui on veut, on ne fait pas forcément ce que l'on veut de sa vie. C'est une thématique que l'auteur explore beaucoup. C'était un auteur extrêmement engagé en Inde, c'était un auteur très progressiste pour son époque, et pour toutes ces raisons, vraiment, j'adore ce qu'il propose. Donc voilà, si vous recherchez de la littérature indienne hyper qualitative, tournez-vous vers Rabindranath Tagore. Vraiment,
je ne peux que vous le recommander. Ensuite, toujours chez cette même vendeuse et toujours dans l'optique d'avancer dans les bibliographies d'auteurs que je connais déjà, hein, vous connaissez désormais la chanson, j'ai choisi le titre Rose de Tatiana Doroné aux éditions Le Livre de Poche. Ce que je trouve d'assez original et qui personnellement a piqué ma curiosité avec ce titre, c'est que l'histoire va se dérouler durant le Second Empire et je lis très peu, voire quasiment jamais de récits qui se passent à cette période-là. D'ailleurs, je pense que de Tatiana Doroné, je n'ai lu que des romans contemporains jusque-là, donc ce sera mon premier roman un peu historique avec elle. J'ai hâte de voir comment elle s'en sort dans cet exercice. Le roman se passe à Paris, donc qui dit Paris, Second Empire, dit travaux haussmanniens. Rose vit donc tranquillement dans son petit appart parisien jusqu'au jour où elle reçoit une lettre d'expropriation puisque son appartement, son immeuble même, se trouve sur le tracé du futur boulevard Saint-Germain. Mais Rose va tout faire, va mener toutes les batailles pour faire annuler cette expropriation, pour garder son appartement. Je ne sais pas où ça va me mener. Mais il est question d'une promesse faite à son mari et d'un secret jalousement gardé au sein de cet appartement. Et je vous avoue que ça me rend personnellement très curieuse. Alors comme d'habitude avec Tatiana Doroné, on est sur un récit plutôt court qui fait 250 pages. C'est le genre de récit que je peux caser assez facilement, notamment lorsque voilà, je me suis lu quelques bons gros pavés et que j'ai envie d'enchaîner comme ça les petites lectures. J'ai déjà pas mal lu cet auteur, j'en ai encore pas mal d'elle à lire. Donc voilà, ça me fera juste avancer dans sa bibliographie et c'est top. Clairement, je ne pense pas le lire avant la fin de l'année, mais je suis très contente qu'il ait rejoint ma palle. Et donc, suite logique de cet achat, j'ai également pris chez cette vendeuse Les Fleurs de l'Ombre de Tatiana Doroné, toujours, ce coup-ci aux éditions Pocket. On est toujours à Paris, après, c'est le décor habituel avec cet auteur. On va suivre ici une femme qui elle-même est romancière, qui va être invitée dans un super appart parisien avec vue sur le tout Paris, appart qui est vendu comme étant justement une résidence d'artiste dans lequel du coup notre romancière se dit chouette, je vais pouvoir me poser là pour écrire. Sauf que petit à petit, Clarissa, notre perso principal, va commencer à se sentir épiée, à ressentir des choses un peu bizarres dans cet appartement. Alors est-ce qu'elle a raison de se méfier ou est-ce que cela est juste dû à son imaginaire un peu trop débordant? C'est ce dont il va être question dans ce roman qui là encore n'est pas très long. J'aime beaucoup ce type d'ambiance, j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, les huis clos et c'est vraiment ce que j'espère retrouver dans ce titre-ci. Si c'est bien mené, ça peut vraiment être une chouette histoire. Et enfin, pour en terminer avec cette commande, j'étais très heureuse d'enfin mettre la main sur un titre dont j'ai entendu parler moult fois sur la chaîne de Séverine. Un titre dont d'ailleurs elle dit beaucoup de bien, donc c'est vrai que ça faisait des années que j'avais ce titre en tête et que je souhaitais le trouver. Alors ce n'est pas le titre que je vous teasais en début de vidéo, même si celui-ci aussi, il était depuis un bon moment sur ma wishlist. J'ai donc enfin fait l'acquisition de Te laisser partir de Claire McIntosh aux éditions Le Livre de Poche. Alors avec ce roman, on va se situer en Angleterre, tout d'abord à Bristol et après au Pays de Galles, avec une mère qui malheureusement un jour va voir son jeune garçon se faire renverser par un chauffard. Le jeune garçon va décéder, l'enquête va piétiner, on ne va jamais réussir à retrouver ce chauffard et plusieurs années après, on va suivre une enquêtrice qui va décider de rouvrir cette affaire. Et contre toute attente, elle va se rendre compte qu'il ne s'agirait peut-être pas tant que ça d'un accident et que la mort de ce petit garçon ne soit peut-être pas tout à fait le fruit du hasard. Bon, bah, comme je l'ai dit, là clairement, si j'ai décidé d'acheter ce titre, c'est totalement de la faute de Séverine, donc attention Sève, je mise de grands espoirs sur ce titre. Si ça ne le fait pas, je ne manquerai pas de venir te le dire. Bon, par contre, on est
sur plus de 500 pages, donc vraiment ça a intérêt à être bon, ça a intérêt à se lire plutôt facilement parce que pour le coup je n'ai jamais lu Claire McIntosh, donc je ne sais pas si son écriture est fluide, addictive ou si au contraire ça demande de pédaler un petit peu plus dans la smoule. Donc voilà, à mon avis celui-ci je vous en reparlerai mais plutôt en 2025. Et enfin je terminerai cet énorme book haul avec une petite commande que j'ai également fait sur Vinted qui a été, comme je le disais, donc à la base motivée par un titre que je recherchais depuis des années. Alors quand je l'ai vu, j'ai littéralement sauté dessus. Et ce titre, d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est pareil, j'en avais entendu parler plus d'une fois sur la chaîne de Sève. Il y a d'ailleurs que sur sa chaîne que j'en ai entendu parler. Et il s'agit de Un cri silencieux d'Amélie Lamier aux éditions Fleurs sauvages. Le résumé est très très succinct et énigmatique. Et c'est parfait, je ne veux rien en savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir dans ce roman une thématique autour de la maladie mentale. Je ne veux rien savoir de plus. Je veux vraiment me plonger dans cette histoire totalement à l'aveugle et me laisser porter. En plus de ça, pour le coup, c'est un roman court. Il fait même pas 200 pages. Et je vous dis littéralement, ça fait des années que je recherche ce livre. Donc celui-ci, je pense que je vais pas pouvoir résister très très longtemps à l'envie de me jeter dessus et qu'il y a donc de bonnes chances pour que vous voyez ma chronique à son sujet avant la fin de l'année. Alors si je dis que ça fait des années que je le cherchais, c'est tout simplement parce que malheureusement la maison d'édition Fleurs Sauvages a fermé il y a de ça une paire d'années et que du coup ce livre est très difficile à trouver puisqu'il n'est tout simplement plus édité. Donc voilà, là vraiment j'étais ravie, je l'ai payé à un prix tout à fait raisonnable dans un état comme neuf. Donc merci encore à la vendeuse et vivement que je puisse enfin moi aussi découvrir cette histoire dont j'ai entendu tant de bons retours. Et du coup, comme je le disais, histoire de ne pas acheter qu'un seul livre et de rentabiliser un peu les frais de port, j'ai également pris chez cette même vendeuse Les jumeaux de Piolenc de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. J'ai déjà lu Sandrine Détombe, ne me demandez pas le ou les titres que j'ai lus d'elle là tout de suite, je ne m'en souviens plus du tout. Dans cette histoire, on va être non seulement sur une histoire de gémellité, mais aussi une histoire de double temporalité, puisque tout d'abord on va être en 1989, avec une paire de jumeaux qui va disparaître lors d'une fête de village dans le petit village de Piolenc, dans le sud de la France. 3 mois après, seul l'un des deux jumeaux est retrouvé, malheureusement mort, et 25 ou 30 ans plus tard, de nouveau, des enfants disparaissent dans ce même petit village de Piolenc. Alors, pour retrouver ces enfants, on va devoir rouvrir, j'imagine, les dossiers du passé et essayer de comprendre enfin ce qu'il avait pu arriver en 89 à ses jumeaux. C'est un titre dont globalement j'ai plutôt entendu de bons retours et puis ouais, cette histoire de disparition de jumeaux, de double temporalité, je m'attends pas à un coup de cœur du tout, mais je me dis que si c'est bien mené avec une écriture assez addictive, ça peut clairement être une petite lecture intéressante et divertissante qui peut beaucoup me plaire. Typiquement le genre de roman que je peux emmener en vacances. Donc bon, on verra si celui-ci atterrit dans ma valise ou non, mais dans tous les cas, il sera lu à un moment ou à un autre. Et enfin, je vais clôturer cet énorme book haul avec un auteur pour le coup que je n'ai encore jamais lu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment d'ailleurs de la part de ma maman qui elle l'a déjà lu. Et un auteur que j'avais très envie de découvrir, notamment parce que le monsieur est suisse. C'est donc pourquoi j'ai également choisi Le dragon du Muveran de Mark Woltenhauer aux éditions Pocket. Ici, on va se situer dans un petit village du canton de Vaud et je suis ravie parce que c'est justement le canton dans lequel on se rend lorsque l'on va en Suisse. Donc j'espère que l'ambiance et les paysages vont me parler à la lecture. Petit village donc dans lequel on va retrouver dans le temple le cadavre d'un homme nu avec une mise en scène qui fait donc penser au corps du Christ et sur le poignard qui a servi à le tuer, il va y avoir un message qui fait penser à quelque chose justement de religieux. On va donc suivre un inspecteur qui va devoir faire la lumière sur ce crime et qui va rapidement se rendre compte que ça risque d'être
le premier acte d'une série de crimes qui mettent en scène comme ça toute une symbolique religieuse. J'espère vraiment que le côté tueur en série qui mêle la religion sera bien utilisé, sera un minimum réaliste parce que assez rapidement on peut partir un peu dans tous les sens. Et puis si ce titre me plaît, ce qui est très chouette, c'est que c'est le premier d'une série, d'une saga policière, et que donc j'aurai dans ce cas-là le bonheur de continuer de retrouver l'inspecteur principal. Donc voilà. Le seul problème, c'est que là encore, c'est un petit pavé de 600 pages. La question va être tout simplement de savoir comment réussir à me dédoubler. Je pense qu'en 2025, il faut que je trouve un moyen d'avoir un double qui lise à ma place. Sinon, on va jamais s'en sortir. Très contente en tout cas de pouvoir lire de la littérature suisse parce que j'ai l'impression qu'on en a quand même très très peu en France et que c'est un pays que, vous le savez, j'aime d'amour et que j'ai toujours plaisir à découvrir et à redécouvrir. Et donc lire des auteurs suisses, pour moi, ça a ce petit goût en plus qui fait que, ouais, j'ai bien envie de voir ce qu'ils ont sous la semelle. Alors attention, Monsieur Woltenhauer, vous êtes attendu au tournant. Et voilà, c'est donc ainsi que va se clôturer ma débauche livresque de 2024. Alors, je vais arrêter de dire qu'il n'y aura plus de book haul avant 6 mois, parce que là, tout de suite, c'est profondément ce que j'ai en tête. Mais que vous l'aurez vu en cette fin d'année 2024, parfois, les planètes s'alignent pour faire péter les scores de la pile à lire. Maintenant, il ne me reste donc plus qu'une chose à faire, c'est, comme je le disais, d'arriver à trouver du temps pour bouquiner et bien sûr revenir ici vous parler un petit peu de toutes ces lectures que j'aurais pu faire. J'espère vraiment que parmi la sélection du jour se cachent peut-être quelques petites pépites. Vous l'aurez compris, hein, je mise pas mal sur certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez déjà lu certains des titres dont j'ai parlé, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à me faire votre retour en commentaire parce que vous le savez, ça m'aide vraiment à hiérarchiser un petit peu mes lectures, à savoir lesquelles prioriser ou non d'ailleurs, hein, parce que des fois j'ai vraiment des retours pas terribles du tout sur certains titres choisis. Et dans ce cas, ça les fait aussi patienter plus longtemps dans ma pile à lire. En tout cas, vous le savez, j'adore papoter avec vous, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et également pour supporter la chaîne, à mettre des petits pouces levés ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, j'espère vous retrouver très vite sur la chaîne et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!